Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous accueillir pour évoquer à nouveau la lourde actualité de cette semaine. Que disent de notre société les violences qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions? Émeutes, pillages, violences ont émaillé cette soirée qui aurait dû être festive et qui a immédiatement dégénéré. Plusieurs questions à aborder. Pourquoi les médias et la classe politique ont tant cherché à minimiser ce qui s'est passé? Parlons d'abord de débordements sans importance. Pourquoi a-t-il fallu que nos antennes donnent la parole aux victimes, à ceux qui ont vécu la réalité de ce qui s'est passé ce soir-là, pour qu'une prise de conscience émerge au plan national? Vous avez-vous des questions concernant le dispositif de maintien de l'ordre? Pourquoi les canons à eau ou les blindés Centaure, que l'on a vu déployer les uns contre les gilets jaunes, les autres contre les agriculteurs, n'ont pas été utilisés ce soir-là? Et puis il y a la réponse judiciaire à ces exactions. Très peu de prison ferme pour les délinquants, mais plus de 90% d'aménagement des peines. Quel signal envoie-t-on à ces jeunes qui ont tout cassé? Parmi les autres sujets que vous avez souhaité aborder, il y a aussi l'abolition du Code noir. 178 ans après l'abolition de l'esclavage, les députés ont approuvé à l'unanimité l'abrogation de ce Code noir qui régissait et réglementait l'esclavage dans les Antilles françaises. Et dans le même temps, selon vous, certains candidats à la présidentielle évoquent ce que vous considérez comme un nouvel esclavage. Michel Onfray, la GPA, gestation pour autrui. Pour vous, il n'y a pas de GPA éthique. Vous nous expliquerez pourquoi. On va parler des bonnes nouvelles aussi quand même. L'astronaute français Thomas Pesquet va écrire une histoire de la conquête spatiale mondiale. Notre héros national doit d'ailleurs commander une nouvelle mission et se rendre dans la Station spatiale internationale en 2027. Il a décidé de se lancer dans ce grand projet. Vous nous direz pourquoi c'est important. Enfin, le point philo, nous allons replonger ou plonger peut-être dans Karl Marx, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Pour vous, ceux qui ont mis la France à feu et à sang après la victoire du PSG sont comparables à ceux que décrivait Marx, le lumpenprolétariat, c'est-à-dire le sous-prolétariat. Ce sera le point final, le point philo à la fin de l'émission. On commence, mon cher Michel, par ces émeutes post-victoire PSG. Ce qui est frappant, c'est qu'il a fallu pratiquement 3 jours pour qu'il y ait une espèce de conscience nationale, je le disais, qui émerge par rapport à ce qui s'est passé là. Le récit médiatique, dans un premier temps, a minimisé les faits. On ne parlait que de la joie réelle des supporters du PSG. Et puis petit à petit, on a découvert les dégâts. Et nos antennes se sont fait l'écho. Des gens qui disaient « mais moi, ma voiture a été brûlée. Les policiers sont près de 300 à avoir été blessés. Il y a eu 900 interpellations. » Au fur et à mesure, on a vu que le récit changeait du tout au tout, ça a forcé la classe politique à réagir. Puis on a même découvert qu'il n'y avait pas seulement des violences contre les forces de l'ordre, déjà inadmissibles, contre le mobilier urbain, mais aussi dans les immeubles, parce que des individus sont entrés dans certains immeubles, notamment dans le 16e arrondissement. Regardez ce sujet et écoutez-le. Sur des images de vidéosurveillance, capturées le soir de la finale de la Ligue des Champions, des émeutiers s'introduisent illégalement dans un immeuble du 16e arrondissement. Depuis son balcon, Marine a assisté à la scène. Au même moment, elle raconte que le sol de son appartement tremblait. C'est quand même fou de se dire, voilà, on vit dans un quartier résidentiel, dans un pays civilisé, et ne pas savoir si un jour, lors d'un match, on ne va pas venir vous vider l'appartement, vous rouer de coups, vous séquestrer, vous jeter, vous tuer, j'en sais rien. On ne sait pas, pour un match. Rapidement après leur intrusion, ils ont été rattrapés par les forces de l'ordre. Latifa est la gardienne de cet immeuble. Elle nous montre les dégâts encore visibles. Ils ont cassé tous les pots qui étaient là. Ils ont vomi partout, il y a les traces, regarde. Même j'ai nettoyé les traces encore. Elle nous fait ensuite rentrer dans le bâtiment où des jeunes se sont réfugiés. Il faut monter, commencer à tourner comme ça, tout le monde est réveillé, tout le monde est levé, ils avaient peur, les gens, c'est normal. Selon Fabien Bauger, adjoint d'Alliance Police 75, il s'agirait bien d'émeutiers. Tout à fait. Jet de projectiles, mortier d'artifice à l'encontre des forces de sécurité. C'est pour cela qu'ils étaient poursuivis par les forces de police et c'est pour cela qu'ils prenaient la fuite et qu'ils ont essayé de se dissimuler en montant dans les étages de ce bâtiment. Sur la vidéosurveillance, 2 individus sont revenus quelques minutes plus tard pour tenter de voler des biens présents dans la cour de l'immeuble. Voilà pour ce qui s'est passé, Michel Onfray. Comment vous qualifiez ce qui s'est déroulé cette nuit de samedi à dimanche dernier? Si on veut penser le présent à partir du passé, il y a quelque chose qui fait songer à ce qui a eu lieu, c'est mai 68.
c'est pas 1848, c'est pas dont on va parler, 1800, non plus la Commune. Enfin, il y a des revendications dans la Révolution française ou dans les révolutions du 19e siècle. On veut du pouvoir d'achat, on veut régler la question sociale, on veut changer la société, etc., etc. En mai 68, on ne sait pas ce que les gens veulent. Quand le général de Gaulle demande à son petit-fils Yves, je sais qu'il me regarde, Yves de Gaulle, mais qu'est-ce que vous voulez, vous les jeunes? Et il dit vivre plus. Et le général de Gaulle dit, mais c'est quoi vivre plus? Je peux faire un certain nombre de choses, mais je peux pas faire de telle sorte que vous puissiez vivre plus. Là, on dit, mais quel est l'idéal? Il n'y a pas de question sociale. C'est que Mélenchon est derrière en embuscade en disant on va récupérer ça pour faire une force révolutionnaire. Mais pour l'heure, que font ces gens? Ils saccagent, ils détruisent. C'est finalement une jeune génération. Ils ont tous en commun, parce qu'une partie de la droite ou de l'extrême droite, appelons ça comme ça, j'aime pas beaucoup utiliser ce mot-là, mais enfin, parce que la vraie extrême droite, ce serait la baston, ce serait des passages à tabac, ce serait des armes, ce serait bon. Estime que c'est l'immigration, ça n'est que l'immigration, etc., etc. Et puis, à l'autre bord, je dirais l'extrême macronisme, etc., ou le bloc central, ou Libération, l'Obs et autres, nous disent vous n'aimez pas les jeunes, c'est la jeunesse, elle se défoule, etc. Est-ce qu'on peut faire vraiment de l'analyse sociologique plutôt que de faire de l'analyse idéologique? Ce qu'on constate, in fine, quand on a vu qui a été arrêté, comment les choses se sont passées, profil de ces jeunes. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'ils sont tous jeunes. Voire très jeune. On a vu un gamin, on lui donne une dizaine d'années, qui est en train de s'énerver sur un rétroviseur. Un rétroviseur, on va regarder. Probablement, le gamin, il n'est pas tout seul à l'âge qu'il a. Son père est quelque part. Et si son père est quelque part, à mon avis, il fait partie de ceux qui vandalisent la voiture. Là. Et il est là en train de s'exciter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est une génération nihiliste qui surgit et qu'on voit là, et qui n'est pas intéressée par les livres. Ce pas des gens qui mettent le feu ou qui cassent des vitrines de librairie pour voler des livres. C'est pas des gens qui veulent, qui citent Che Guevara, ou qui citent Ho Chi Minh, ou qui citent Guy Debord et le situationnisme. C'est pas mai 68. Ce sont des gens qui veulent consommer. Mitterrand es-tu là? Mitterrand, quand il nous dit en 1983, la gauche c'est fini, et maintenant vive la crise, nous avons un nouveau héros, il s'appelle Bernard Tapie, consommez, enrichissez-vous. Vous avez des gens comme Serge July qui défendent ces choses-là. Vous avez, j'oublie son nom, il était patron du Nouvel Observateur et de Libération, j'oublie tout le temps son nom en permanence, mais j'étais toujours Monsieur Mouchard, Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin qui faisait partie de ces gens qui nous disaient vive la crise, tout ça est formidable, etc. Et on nous disait, le modèle, c'est le type qui a réussi. C'est les belles voitures, les beaux les yachts privés, les avions privés, etc. Et on dit, allez-y, faites de l'argent. Et faites de telle sorte que vous puissiez être, vous, les winners. Ceux qui sont quelque chose, nous dit Macron quand il les rencontre dans une gare. Et ces gens-là, ils veulent quoi? Ils veulent détruire les choses, les objets de ceux qui ont. Ça va de la voiture qu'on maltraite à l'immeuble chic dans lequel on pénètre parce qu'on a envie d'aller vandaliser. Ce sont des gens qui veulent consommer, qui veulent eux aussi, comme les narcotrafiquants, pardon. Ils veulent piller. Ils veulent piller parce qu'ils veulent avoir sans travailler. Jadis, on disait, ben voilà, tu vas travailler, tu vas faire des études, tu vas avoir un bon métier, j'espère que tu vas me dépasser socialement, et puis qu'un jour, tu pourras t'acheter ta maison, tu pourras t'acheter ta voiture, puis éventuellement peut-être une résidence secondaire, etc. Les gens avaient la patience, le goût du travail, le goût de l'effort, en disant, bon, je vais faire des efforts, puis un certain temps arrivera où j'aurai les résultats de mon travail et de mon effort. Et je resterai dans l'honnêteté, évidemment. Et là, ils veulent tout de suite. Et là, ils veulent tout de suite. En même temps, ils veulent tout et beaucoup. C'est-à-dire que vous avez des montres qui sont arrachées, vous avez des montres qui coûtent 300 000 euros. Des gens qui ont des difficultés, des gens qui travaillent, des artisans qui travaillent et qui ont des difficultés à vivre, pendant que d'autres ont plusieurs montres à 300 000 euros. Des voitures qui coûtent un prix fou, ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est j'ai envie, je prends. Je veux vivre plus et voilà. La Révolution française, dans ses premiers temps, c'est ça. C'est le ressentiment, c'est la haine, c'est le mépris. Et puis en plus de ça, on a l'échec d'une civilisation. Comment a-t-on fabriqué ces choses-là? On peut dire, effectivement, ils sont pas bien, c'est le sage qui montre au doigt, la lune et l'imbécile qui regarde le doigt. On les a fabriqués, ces enfants. Bien sûr. Ils ont quoi derrière eux? Ils ont 10 ans de Macron, ils ont combien d'années de François Hollande? Enfin, mélanger tout ça, vous dites, c'est le produit. Donc, on ne laissera pas passer, etc. Ce sont ces gens-là qui ont fait ça. Une école qui s'est effondrée parce qu'on a demandé, parce que l'Europe a demandé une école qui s'effondre, parce qu'on a fait savoir que c'est ainsi qu'il fallait enseigner, etc., etc. Et on a des gens qui disent, mais on est ce que vous avez voulu que nous soyons, et on est en train de mettre le bazar. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que l'État a la possibilité
de fonctionner comme un État quand il s'agit de recouvrer des excès de vitesse ou des impôts non payés. Là, il n'y a aucun problème. Quand il s'agit d'ennuyer pour un boulanger qui travaille le 1er mai, la fête du travail, là, on a des inspecteurs du travail. L'État arrive et on est en train de mettre des amendes à des gens disant « Mais monsieur, vous êtes un boulanger et vous travaillez, c'est coupable de travailler, etc. » On se dit « L'État n'est pas mort. L'État, simplement, il doit être précédé ou suivi ou accompagné par une volonté. Il n'y a pas de volonté. Il y a même la volonté inverse. Et vous avez dit effectivement, parce que nous en avons parlé, vous et moi, mais que j'ai été très étonné de ne voir aucun canon à eau, aucun blindé. À une époque, Macron, il paradait devant les blindés qui avaient été achetés pour faire respecter l'ordre public. À l'époque, c'était quoi les craintes ? Les gilets jaunes. Quand il y a eu des gilets jaunes, j'aurais bien aimé qu'on ait des images d'archives, mais là, on a vu des gens qui se faisaient tabasser. Là, on a vu des blindés qui étaient utilisés. Là, on a vu des gens qui reculaient avec des canons à eau. Ça ne tue pas, des canons à eau. Pourquoi on n'en a vu aucun ? Il n'y en a plus. On les a vendus, on les a donnés à l'Ukraine, on les a donnés à l'Iran, on les a donnés... Ils n'ont pas été utilisés. C'est-à-dire que quand M. Nunez nous dit tout est parfait, tout est globalement, comme c'était globalement positif l'Union soviétique pour Georges Marchais, là, la sécurité, ça a été globalement positif. Je me dis, ah bon ? Et heureusement que CNews a existé sur ce terrain-là. Et heureusement que CNews existe. Et voilà pourquoi on déteste tant CNews. Parce que moi, j'ai zappé à un moment donné pour regarder des informations. Je suis tombé sur une chaîne concurrente, je dirais. Tout se passait bien. Ah, mais c'était que la joie, la festivité. Oui, mais c'était l'image. Vous savez bien que je n'aime pas les micro-trottoirs et qu'en même temps, une image, c'est pas compliqué. S'il se passe quelque chose là et que vous filmez là, votre image, elle va dire des choses. Godard a dit beaucoup de choses là-dessus et des choses intéressantes. Son cinéma n'est pas très intéressant, mais quand il pense les images, c'est très intéressant. Et là, je me suis dit, mais ils ont mis leur caméra où ? Il se passe rien. Donc il devait y avoir 3 camions de police, ils ont mis leur caméra juste à côté, on voit les gens qui descendent, etc. J'étais sur une chaîne... on ne dira pas, mais voilà. Non, pas cette chaîne-là, mais je regarde une chaîne consacrée à l'art souvent, et je cherchais CNews, je tombe sur cette chaîne, et je passe à CNews, et là je vois les images de la réalité. C'est-à-dire que là on dit, mais non, ce qui se passe il y a ici... Il y a eu une différence de traitement, et c'est vrai que si nous n'en avions pas parlé, bien sûr, mais cette conscience de ce qui s'est passé n'aurait pas émergé. On est sur CNews et sur Europe 1, Michel Onfray, dans votre émission. J'aimerais qu'on écoute quelques habitants des quartiers, parce que là on parle de théorie, mais il y a vraiment la réalité de ce qui s'est passé, et l'exaspération, la colère des gens qui vont devoir rester confinés, cloîtrés chez eux, pour à chaque fois qu'il y aura des événements festifs dans les prochaines semaines. Il y en aura, Coupe du Monde, fête de la musique, 14 juillet, tous les prétextes désormais. Une certaine élection présidentielle, n'oubliez pas, il y aura un tour, deux tours. Ne parlons pas. Et là, ce sera autre chose que du football. Du bouquet final. Regardez et écoutez. Quelque chose qui est impensable et pour moi, je ne comprends pas ce qui se passe et je me dirais même que je suis apeuré quand je vois tout ça. On a l'habitude dans le quartier, parce que j'habite là depuis longtemps, donc chaque jour de fête est un jour de désastre pour les habitants du quartier. On reste bloqué chez nous, on ne peut pas sortir, on est prisonnier en attendant la fin de la guerre. Je trouve ça très dommage, je trouve ça triste. Vraiment, pour juste un championnat de foot, ça en vienne à ça, je trouve ça très dommage. Et puis, ça dégrade tout le monde et tout le monde est face à ça. Franchement, je n'ai pas les mots. Ça me fatigue, moi. Voilà, Michel Onfray. Ce qui m'a frappé dans ce que disait le monsieur, on est prisonnier jusqu'à la fin de la guerre. Vous vous rendez compte le champ lexical que utilisent les gens de ces quartiers qui ont été assiégés ce soir-là ? Écoutez, moi, ça fait longtemps que je parle de guerre civile à bas bruit. Et à un moment donné, j'ai dit j'enlève à bas bruit. Et j'entends parfois qu'on dit mais non, c'est pas ça la guerre civile, c'est ça. Alors c'est quoi ? Je veux dire, si des Français qui attaquent d'autres Français, c'est pas une guerre civile. La Révolution française, ça commence comme une guerre civile. C'est une guerre civile. C'est-à-dire, il y a des gens dont on estime qu'on doit pouvoir leur couper la tête, mettre la tête sur une pique et puis traverser les rues avec les têtes au bout des piques. On a aujourd'hui des responsables politiques qui nous font savoir qu'effectivement, si les Français votent mal aux prochaines présidentielles, finalement, l'émeute, c'est tout à fait défendable, que c'est l'une des modalités de la démocratie, que peut-être même c'est la seule démocratie. Non, c'est le droit à l'insurrection qui est respecté, qui est même constitutionnel, mais le droit à l'insurrection. Mais après avoir tout utilisé. Et je dois dire qu'il y a quand même des élections. Simplement, les élections ne sont pas respectées. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous dites... ça fait des années que je ne vote plus, en disant, mais si de toute façon, au bout du compte, in fine, tout est fait pour que la machine dise, vous aurez le choix entre le diable et le bon Dieu, et puis le bon Dieu, c'est obligatoirement européen, maastrichtien, etc. Je dis, ne me demandez pas mon avis. Mais on voit bien que quelque chose a lieu avec le Rassemblement national. Les gens disent, moi, je vois des gens qui me disent, j'aimais pas, je détestais, j'ai cessé de détester, puis maintenant je voterai pour, parce que finalement, elle est où la réponse si elle n'est pas... vous avez des Glucksmann qui
qui, à gauche, dit « Ah, mais moi, je suis pas du tout Mélenchon ». Sauf que quand il s'agit, par exemple, de la 2e circonscription de l'Orne, avec Place Publique, quand il s'agit de voter, ça lie avec les gens de la France Insoumise. C'est-à-dire que M. Glucksmann, ça ne gêne pas du tout de s'associer avec des antisémites, y compris des antisémites qui lui ont craché dessus parce que son nom, son patronyme est la consonance juive. Donc, il y a tout ça qui se met en jeu. Là, c'est une répétition. C'est une répétition, ce qui a lieu. Et si, effectivement, on continue à avoir M. Nunez, qui, probablement, moi, j'accable pas M. Nunez, j'accable M. Macron. Parce que M. Nunez, il prend pas de décision tout seul. Il dit, bon, j'ai décidé ça dans le dos de M. Macron. Ils se réunissent, je sais pas combien de personnes, 5, 6, ils disent, bon, ben voilà, on touche pas, on fait pas de dégâts, on touche à rien du tout, on va en roue libre jusqu'au bout, et puis on laisse faire. Bien sûr que quand il s'agissait des gilets jaunes, on ne laissait pas faire. Il y avait des gens qui perdaient des mains, des yeux. Là, il n'y a pas eu de blessés. Quand on a un type qui a un cocard comme ça, on le montre avec un gros plan sur le service public. Il s'est pris un coup de bâton. Oh là là. On va évoquer dans un instant la réponse d'Emmanuel Macron, parce que les mots qu'il a employés en 2025 étaient les mêmes mots qu'il a employés là en 2026. Juste, je voudrais vous faire écouter 2 témoignages. Un d'un policier, puis 2 de la France Insoumise, qui inverse l'accusation et qui dit que c'est quasiment la faute des forces de l'ordre de ce qui s'est passé. D'abord, Reda Bellach, qui est policier, c'est un porte-parole d'un syndicat de police. Ils n'hésitent pas à rentrer chez les gens, parce qu'en fait, ils vivent dans une société, pour eux, où c'est leurs règles à eux, c'est pas les règles françaises en fait, tout simplement. Et c'est pour ça en fait, pour eux, ce qu'ils font, c'est pas grave. Pour eux, brûler des voitures, c'est pas grave. Casser des magasins, c'est pas grave. Frapper des policiers, c'est encore moins grave. Et donc, ils vivent avec leurs propres règles. C'est mon avis. C'est pas les règles marocaines, c'est pas les règles algériennes non plus, parce que là-bas, ils sont pas comme ça. Ça c'est sûr. Voilà, c'est leurs règles en fait, parce que en France, on les a élevés comme ça. On les a élevés on a créé l'impunité en fait, et le droit en fait, on a le sentiment, en tout cas c'est le sentiment de mes collègues, et puis c'est aussi le français qui parle, on a le sentiment que tout est fait pour eux, et pas pour nous, les policiers. Voilà, tout est fait pour les voyous et pas pour les policiers. On écoute Mathilde Panot de la France Insoumise, qui donc estime que ce sont les forces de l'ordre qui ont semé le désordre. Bien sûr. Je veux dire aussi ce matin à quel point nous sommes atterrés par la doctrine non pas du maintien de l'ordre, mais du désordre que le gouvernement a opéré suite à la victoire du PSG lors de la finale de la Ligue des Champions, avec des fan zones qui ont été refusées alors qu'elles auraient permis de garantir un bon déroulement de la liesse populaire, avec des charges de CRS qui ont été observées là où les supporters s'étaient rassemblés, des gaz lacrymaux qui ont poursuivi des gens jusque dans le métro, y compris des enfants, et une logique qui est la même logique qui est toujours utilisée par ce gouvernement, c'est-à-dire une logique à la fois du tout répressif et d'aller en contact, qui est non seulement un échec, mais qui en plus de cela met en danger les policiers et les gendarmes. Voilà pour Mathilde Panot. Alors, d'abord sur les policiers, ils ont été ciblés systématiquement. C'était vraiment eux qui étaient les plus en risque et en danger. Il y en a, je crois, plus de 300 qui ont été blessés. On s'en prend désormais à un policier de façon quasiment dans l'impunité, parce que la réponse judiciaire, elle a été vraiment... en tout cas légère, on va dire. Oui, mais ça c'est une doctrine juridique, c'est celle de Badinter, et c'est celle de la gauche, et c'est celle du syndicat de la magistrature, et si on veut même un philosophe qui est le penseur de cette doctrine-là, c'est Michel Foucault, c'est surveiller et punir. Toute l'analyse qu'il fait de la prison, en estimant que, mais ça ce sont les héritages du freudo-marxisme, en estimant qu'il y a la prison, et puis il y a l'extérieur, et finalement les délinquants ils sont dehors, c'est la société, et puis les pauvres victimes elles sont dedans. Alors tout ça est un truc d'intellectuel. Michel Foucault a beaucoup écrit sur la prison, et il a beaucoup milité, il n'a jamais mis les pieds dans une prison, il le dit lui-même. Donc il a travaillé sur des archives, qui commentaient des archives, qui elles-mêmes commentaient des archives. Tout ça est très bien, c'est du discours d'intellectuel, ça permet d'être au Collège de France et d'avoir des disciples, etc. Mais que Robert Badinter consente à ce genre de choses. Je rappelle que lui qui disait être républicain, Robert Badinter, a oublié dans ces cas-là que la sûreté était un des droits de l'homme. La sûreté, la sécurité. Quand on parle aujourd'hui de sûreté et de sécurité, on est d'extrême droite. Alors si aujourd'hui citer la déclaration des droits de l'homme, c'est être d'extrême droite, donc citer la déclaration des droits de l'homme, aujourd'hui ça passe pour une signature fasciste, une signature d'extrême droite. On rêve ou quoi? C'est l'un des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'imaginer que la sûreté, la sécurité ne serait pas due aux Français? Il y a un contrat social, le contrat social il est fait pour ça. C'est toujours ce que disent Rousseau et Hobbes et les gens du contrat social, et même avant eux, Épicure, c'est que vous avez la possibilité de nuire, ce que font les émeutiers, vous renoncez à la possibilité de nuire dans un contrat social, parce que le contrat vous donne la sûreté et la sécurité. Là, vous renoncez, mais en même temps, vous n'avez ni la sécurité ni la sûreté. Et puis quand vous avez des gens qui sont là pour assurer la sûreté et la sécurité, dont c'est le métier, qui s'en prennent plein la figure,
qui travaillent des heures pas possibles. Là, on les entend pas, les gens de gauche qui estiment que travailler 15 heures par jour, c'est inadmissible, avoir 5 heures pour se reposer en disant vous quittez à minuit et vous revenez à 6 heures du matin. Avec 20 kilos de matériel. Là, il n'y a personne, il n'y a pas Madame Panot. À peine une bouteille d'eau. Là, on ne l'entend pas, Madame Panot, pour nous dire mais qu'est-ce que c'est que ces conditions de travail pour la classe ouvrière, d'une certaine manière, parce que ces gens qui font le maintien de l'ordre, ce sont pas des gens qui ont eu la chance de faire des longues études pour trouver des métiers qui soient très bien payés. Ce sont des gens maltraités, mal considérés, sur lesquels on leur crache dessus, on les insulte, on leur envoie des bombes artisanales. Et je ne veux pas qu'on dise des bombes agricoles. J'ai entendu vous avez 500 raison. fois. Il ne faut pas confondre sur bombes CNews, agricoles. la bombe agricole, les agriculteurs ne font pas des bombes. Ils savent en faire parce qu'ils peuvent utiliser certains produits dont je ne donnerai pas le nom pour faire sauter des souches dans leurs champs, mais pas pour faire sauter des magasins ou pour agresser des gens. Vous avez aujourd'hui donc des bombes artisanales et pas des bombes agricoles, que les paysans qui s'en prennent plein la figure ne s'en prennent pas plein la figure aussi d'un point de vue sémantique, mais on a envoyé ça pour tuer des gens. Si c'est pas ça la guerre civile, si c'est pas ça le défaut de sûreté. Et si en plus de ça, on a des gens qui nous disent les gens qui reçoivent des bombes de ce type-là, des bombes artisanales, sont responsables et coupables. Moi, je vous mets le pari que si Mme Panot arrivait au pouvoir, il y en aurait de la police dans la rue. Il y en aurait de la gendarmerie dans la rue. Il y en aurait des services, des services qui assureraient la sûreté de l'idéologie de M. Mélenchon. Il y en aurait des prisons. Il y en aurait de la police, etc. Ce sont des états policiers que ces gens-là célèbrent en permanence. Ils ont une passion pour Cuba, ils ont une passion pour le Venezuela, ils ont une passion pour la Russie, ils ont une passion pour l'Iran, ils ont une passion pour tous les endroits où, effectivement, dès qu'on n'est pas d'accord, on s'en prend plein la figure, on va en prison et éventuellement on se fait un peu torturer. Ça ne les gêne pas, dans ces cas-là, ces polices-là. Donc dans le cas de la précarité ouvrière, je dirais, si la police me permet d'utiliser ce terme-là, c'est un beau terme, c'est un beau mot pour moi. La précarité ouvrière de la police, de la gendarmerie, ça n'existe pas. Ce sont tous des salauds, ce sont tous des tueurs. Et la police, c'est pas bien, etc., sauf quand ils sont au pouvoir, parce que ces gens-là rêvent d'un régime policier. Je rappelle que tous ces gens qui ne font que commémorer Robespierre, la terreur, etc., la loi sur les suspects, sont des gens qui défendent un régime policier. Mais simplement, la police, quand elle est là pour défendre des principes républicains, sûreté, sécurité, c'est une police fasciste. Il y a une espèce de sémantique qui est tolérée, qui est quand même incroyable. Mais je vois bien aujourd'hui qu'il y a un tas de juges qui ne font pas leur métier autrement que d'un point de vue idéologique. Même chose avec la police, même chose avec l'armée. Est-ce qu'on a le droit d'être encore républicain, y compris de gauche? Alors, là, vous parlez de la réponse judiciaire, effectivement, qui a sans doute été au niveau. De la chaîne de justice. On n'oublie pas qu'on a une surpopulation carcérale absolument abominable dans notre pays et qu'on est montré du doigt dans l'Europe entière. Écoutez, à côté de chez moi, à Caen, ils ont fait tomber un immeuble, ils sont en train de reconstruire un immeuble. En moins d'un an, ils auront détruit un immeuble et reconstruit un immeuble. Donc ça peut marcher. Si on veut faire une prison, vite fait, une prison. Regardez les Chinois, quand il a fallu faire des hôpitaux au moment du Covid, on voyait des images en accéléré et on voyait comment, à partir d'un terrain vague, ils fabriquaient un hôpital où on pouvait recevoir des dizaines de milliers de gens. Donc c'est un problème de volonté politique. Il n'y a pas besoin de dire on va faire des lois ceci, puis des lois cela, revenir avec des lois ça casseur, etc. On a un arsenal législatif qui est suffisant. On a éventuellement la possibilité d'une réponse judiciaire. Simplement, c'est une volonté politique. La vraie question dans cette aventure, c'est une question de volonté politique. Si vous voulez que je n'accable pas M. Nunez, j'accablerai M. Macron, parce qu'effectivement, au sommet, je pense que M. Nunez ne décide pas tout seul. Essayons de n'accabler personne, faisons un constat. Essayons de n'accabler personne, mais faisons le constat des choses. Je veux bien supprimer les noms et simplement dire le président de la République, dire le ministre de l'Intérieur. On va l'écouter dans un instant. Fonctions et pas des hommes. Mon cher Michel, on fait une pause. On se retrouve dans un instant dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Et on va écouter Emmanuel Macron, 2025-2026, pour voir si les mots des politiques ont une phase concrète et se concrétisent dans la réalité. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. On termine ce chapitre sur les violences qui ont suivi le match du PSG, cette victoire en Ligue des Champions. On va écouter Emmanuel Macron, parce qu'il a reçu les joueurs. Il s'est exprimé à l'Élysée au moment où il recevait les joueurs. Il a répété des mots très fermes, que c'était inacceptable ces violences et qu'il ne voulait plus voir ça. Il se trouve que ce sont exactement les mêmes mots qu'en 2025. On a fait un petit montage entre 2025 et 2026 pour voir la similitude des mots employés et peut-être voir l'impuissance du politique. Écoutons. Je ne veux pas qu'on s'habitue à ça et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça. Des scènes de violence inacceptables. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées sur la plaque parisienne et dans beaucoup de villes de province face à ce qui est inqualifiable. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. On ne veut plus voir ça.
Fini. On en a ras-le-bol. Terminé. Le football, ça n'est pas cela. Voilà, pour Emmanuel Macron, il dit les mots que tout le monde a envie d'entendre. C'est vraiment inacceptable, c'est vraiment inqualifiable, il faut être intraitable, il faut être implacable. Le problème, c'est que ça ne marche pas dans la réalité. C'est pas ce que nous voyons sur les condamnations, notamment, et sur la façon dont les événements sont gérés, Michel. Et un dernier mot là-dessus, et après on avance. Que M. Macron tienne un double discours, c'est pas une information. Ça fait 10 ans Il que ça tient le dure. même discours, mais la réalité, ça ne colle pas à la réalité. C'est comme ça depuis 10 ans. Et on pourrait même, si on voulait dédouaner le monsieur, imaginer que c'est comme ça. Moi, depuis que je suis un peu la politique et depuis que ça m'intéresse, 15-16 ans, on voit bien, les hommes politiques parlent pour ne rien dire. Et ils font comme s'ils étaient dans l'opposition. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Il a fait quoi ? Après, il y a de la métapolitique. C'est-à-dire que vous dites, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un chef de l'État, puisque c'est la question, qui nous dit une chose et qui fait le contraire. Préserver des intérêts qui nous dépassent, assez probablement. Mais quand vous êtes avec 2 ou 3 personnes, dont votre ministre de l'Intérieur, et que vous décidez de ne pas envoyer des canons à eau, que vous décidez de ne pas envoyer de blindés, ce que vous avez fait derrière les gilets jaunes, qu'est-ce qu'il y a derrière les gilets jaunes ? La pauvreté, la misère du petit peuple. Qu'est-ce qu'il y a derrière les supporters ? Il y a le Qatar, il y a le football, il y a l'argent, il y a beaucoup d'argent. Michel Onfray, on a entendu Emmanuel Macron qui prononce les mots de la fermeté. Il y a aussi Jérôme Fourquet qui a fait une tribune dans le Figaro très intéressante qui dit que la France, au fond, s'est habituée aux violences émeutières. Qu'on ne se rend plus compte du niveau de violence dans lequel maintenant on baigne tous, dans toutes les villes, sur tous les territoires, parce qu'il n'y a plus un endroit qui est épargné par cela. On le disait, 71 villes touchées par ces émeutes. Donc rien à voir avec le PSG et rien à voir avec le football. Qu'est-ce que ça dit de notre société, en fait ? Que désormais, on est dans un système où toute occasion festive, et encore une fois, il y en aura dans les prochaines semaines, sera l'occasion et le prétexte des pillages systématiques. Ça dit de notre société que certains ont compris qu'ils auraient l'impunité pour eux, et d'autres savent qu'ils ont la punition. Et que c'est La Fontaine, hein, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et la puissance et la misérabilité, aujourd'hui, ont changé de camp. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont puissants, vous avez des communautés qui sont puissantes, vous avez des gens qui ont les moyens de faire régner la terreur, vous avez des gens dont on a peur et dont on estime que finalement ils ont le droit, eux, de faire la loi. Et que d'autres qui se prennent les coups, qui se prennent les coups de couteau, souvenez-vous Crépol, il y a eu quand même aux éditions Grasset jadis, publié par M. Nora, un livre qui nous a expliqué que, en gros, le garçon qui s'était fait tuer, globalement, c'était pas ce qu'on avait dit, c'était pas ceci, c'était pas cela. Donc on voit bien quand même qu'il y a 2 France qui s'opposent, au moins. Pour ceux qui sont contre l'idée d'une guerre civile, il y a au moins 2 France qui s'opposent. Et que des gens savent très bien qu'ils ne risquent rien. Vous savez, dans une logique d'enfant, vous voyez ça avec des enfants ou des petits-enfants, quand les enfants ont compris qu'ils pouvaient faire tourner en bourrique les parents et que de toute façon ils ne seraient jamais punis, ils font n'importe quoi. Ils mettent le feu à la maison, ils mettent des coups de pied dans le chat, et ils détruisent le frigidaire, ils mangent tout ce qu'ils ont envie de manger, etc. Puis les parents disent « Ah, mais si tu continues, ça va pas durer. » Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça dans l'État ? Vous savez très bien que de toute façon, si vous êtes chopé, d'abord il faut être chopé. Ensuite, quand vous allez au commissariat, vous allez dire « Oh, mais c'est pas moi j'étais en train de prendre mon vélo. » Je suis pour rien. Juste pour un vélo. Non, mais il y avait déjà un côté, non, j'ai pas compris, mais moi je suis gentil garçon, j'ai rien fait, etc. Et puis après, ce droit contre lequel je suis, le droit au silence. Je rappelle que le droit au silence est anglo-saxon et que ça nous est imposé par l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit au silence ? Sous prétexte que ce serait aux accusateurs de faire la preuve que nous avons vraiment été coupables. Non, on n'a pas le droit de se taire. On pourrait imaginer que c'est un délit de se taire et qu'on peut changer le droit. Et que c'est aggravant, une circonstance aggravante. C'est une circonstance aggravante. Vous dites, vous avez des affaires de violeurs qui disent « Moi, je dis rien ». Vous avez des gens qui ont fait des massacres. Je ne dis rien, j'ai le droit, c'est bien mon droit. Non, c'est un droit européen qui nous a été infligé, et c'est pas une fatalité que de dire il y a des droits pour les gens qui sont des violeurs, des assassins présumés, et puis il y a les parents qui n'ont plus que leurs yeux à pleurer parce que on a, je sais pas, violé leur petite fille, qu'elle a été jetée dans un étang, et que ces gens-là auraient des droits qui seraient supérieurs à la peine ou à la souffrance des parents. Je rappelle la sûreté, la sécurité, des droits de l'homme. Je renvoie les gens à la déclaration des droits de l'homme, des gens qui nous font savoir que dès qu'on pense sûreté ou sécurité, on est systématiquement d'extrême droite. Mais je vois bien qu'aujourd'hui, être d'extrême droite, ça commence de bonne heure, très vite, très tôt. On est dans face à Michel Onfray. Michel, il nous reste encore beaucoup de thèmes. Alors on va passer carrément à autre chose. Nous sommes le 6 juin. Oui. Et là, évidemment, le débarquement. Oui.
Ça ne pouvait pas vous échapper, mon cher. Si, ça m'a échappé. Ça vous échappé. On va le dire à nos auditeurs, mais c'est vous qui l'avez dit. Et le 6 juin. Et le 6 juin, effectivement, parce qu'on va parler de Louis XVII qui est mort le 8 juin, mais j'ai quand même dit, mais Michel Onfray, le 6 juin, quand même, débarquement, opération Overlord. Vous m'avez tellement souvent dit, attention, opération américano-britannique qui avait pour but autre chose que la libération de la France. 82e anniversaire. Un petit tour, si vous voulez. Avec ce 6 juin 44, je connais maintenant par cœur. 150 000 hommes qui débarquent sur les plages de Normandie, par la mer, par les airs. Elle commence cette bataille avec des heures terribles pour toute la Normandie et les bombardements, les populations civiles qui sont évidemment en première ligne et fortement impactées. Et puis les 5 plages du débarquement, Utah, Omaha, Gold Beach, Juneau, Sword Beach. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 82 ans après, Michel ? Que j'ai été peut-être gaulliste sans le savoir, parce que le général de Gaulle n'a jamais fêté le 6 juin. C'est vrai. Jamais. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il avait bien compris, lui, qu'Overlord, ça veut dire suzeraineté, ça suppose vassalité, ça veut dire que les Américains avaient, j'ai déjà beaucoup dit, mais il faut le redire, c'est ça la pédagogie, ils avaient imaginé que la France deviendrait un État colonisé par eux-mêmes. C'est-à-dire, eux, de leur côté, ils appelaient ça l'invasion. Et donc, il y a eu une politique qu'on a appelée l'AMGOT, c'est un acronyme, AMGOT, Administration militaire des territoires occupés, et il s'agissait pour les Américains de s'installer en France pour pouvoir régler un problème qui était le leur, et pas la mythologie du genre les Américains étaient tellement gentils et tranquilles chez eux qu'ils sont venus en disant on va aider les pauvres Français qui sont dans la misère et puis on règle le problème puis on rentre après à la maison parce qu'on aime tellement la liberté. Et ça, c'est le jour le plus long. Cinéma débile qui nous montre que le français, l'américain c'est John Wayne, la clope, la Jeep et puis tout ça est formidable. Et le français c'est qui ? C'est Bourvil. Il a un béret basque, il est abruti. Il est tellement délicieux, Bourvil. Non. J'adore Bourvil. Je suis d'accord. Mais moi aussi. Non, mais c'est un grand acteur. Non, c'est pas Bourvil qui est en jeu. Bien entendu, c'est le personnage. C'est un personnage. J'avais compris. Les réalisateurs qui ont décidé de montrer cette France-là, une espèce de France alcoolique, abrutie, etc., libérée par les Américains qui sont des cow-boys, etc., c'est une mythologie. Moi, je suis allé une fois au cinéma avec mes parents dans la vie. C'était pour voir ce film. Parce que pour mon père, qui avait connu cette période-là, c'était finalement de l'histoire. Non, c'était pas de l'histoire, c'était du cinéma. Et ça, c'était le récit légendaire. Le récit légendaire parce que Hitler déclare la guerre aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis viennent faire la guerre sur le territoire européen, pas pour défendre la liberté des Français. Simplement, Hitler, il travaille une bombe atomique. D'ailleurs, Werner von Braun, qui travaillait, lui, à la bombe atomique et qui travaillait au V2, a travaillé ensuite à la fusée qui a permis aux Américains d'aller sur la Lune. Ça n'a pas gêné les Américains, que les Soviétiques voulaient d'ailleurs récupérer, aussi les nazis, de faire de telle sorte qu'effectivement, on a réécrit une légende. Le général de Gaulle dit non, ça s'est fait contre nous, contre la France, malgré la France, ils n'ont pas voulu, et ils menaient leur propre politique, ça n'a jamais été fait par et pour la France, et donc le général de Gaulle dit, parce que quand même, eux, ils avaient l'intention de recycler les préfets et les sous-préfets vichistes, parce qu'ils savaient qu'ils étaient communistes, avec certains qui pensaient qu'il fallait aller à Berlin, Berchtesgaden, en Allemagne, puis certains, plus loin, à Moscou. Donc, je rappelle que cette mythologie que d'ailleurs en Normandie on défend vraiment sans grand esprit critique, cette mythologie, il faut la détruire. L'histoire, c'est pas ça. Les Américains ont continué. Mais il y a quand même des soldats britanniques, américains, canadiens qui sont venus mourir sur nos plages et qui ont permis notre libération. Hommage à ces soldats. Mais l'histoire ne consiste pas à passer dans le sens inverse. L'histoire consiste à dire ce qui s'est passé et de ne pas oublier non plus que si cette guerre a été gagnée, il y avait de l'autre côté les soviétiques qui ont perdu des millions de soldats et que c'est honteux qu'on n'associe pas la Russie d'aujourd'hui aux commémorations parce que s'il n'y avait pas eu ce que Staline a fait après Barbarossa, c'est-à-dire quand il est devenu résistant après avoir été collabo avec les nazis, comme le Parti communiste français d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette tenaille, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc on peut aujourd'hui, sans inviter Poutine ou des Poutiniens, inviter des gens qui représenteraient le soldat soviétique sans lequel les choses ne se seraient pas passées. Michel Onfray, on a beaucoup pris de temps sur des sujets parce qu'ils étaient très importants. Peut-être qu'on va garder et mettre de côté la mort de Louis XVII. Oui. Et on en parlera la semaine prochaine. Ce qui est dommage, c'est que c'était le 8 juin. Ce petit garçon on peut le dire rapidement. D'une dizaine d'années qui est mort dans la prison du Temple. Il rentre au Temple à 7 ans, il en sort à 10 ans, il est maltraité par des jacobins et des sans-culottes, un type d'ailleurs qui s'appelle Simon, qui est un cordonnier, et qui a maltraité le petit Rouen, qui lui a été pendant 7 mois, c'est-à-dire 3 ans enfermé, et pendant 3 mois, il a été maltraité, mis dans une prison dont on avait muré les entrées, les ouvertures, avec juste de quoi lui passer un plat. Il a vécu accroupi pendant tout ce temps-là, on l'a frappé, on l'a maltraité, on lui a fait boire de l'alcool, on lui a fait chanter des chansons révolutionnaires, il y avait des poux, des puces, il y avait des rats, et on a détruit cet enfant, on l'a maltraité pendant 7 mois, on l'a emprisonné pendant 3 ans, et il en est mort.
Et l'intérêt d'avoir un moment de mémoire pour ce petit garçon. C'est le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Le fils de, voilà, c'est que on l'a emprisonné. En fait, les Jacobins l'ont emprisonné pendant 3 ans et pendant 7 mois, ils l'ont torturé. Ça a été des tortures qui ont été infligées à cet enfant, qui en est mort à l'âge de 10 ans. Et ma thèse, c'est que la Révolution française a tué 2 rois. Louis XVI en le décapitant, son père, et lui en le maltraitant et en lui infligeant ce genre de choses. Vous savez qu'il y avait quelqu'un qui était responsable de la sécurité de la famille royale et qui s'appelait Santerre. Et Santerre, c'est le révolutionnaire qui a servi de prête-nom à Jean-Luc Mélenchon. Quand Jean-Luc Mélenchon est rentré chez les trotskistes, on prend toujours un pseudonyme, il a pris le pseudonyme de Santerre. Allez, autre sujet que je voulais aborder et que vous vouliez aborder, l'abolition du Code noir. Ça, ce sont les députés qui, cette semaine, ont approuvé à l'unanimité cette abrogation du Code noir. Ça s'est passé le jeudi 28 mai, exactement. Il régissait à l'époque les règlements de l'esclavage dans les Antilles françaises. Et vous faites le parallèle entre l'ancien esclavage, fort heureusement aboli, et le nouvel esclavage. Oui. Et pour vous, la GPA, la gestation pour autrui, allez-y Michel, on a peu de temps. Oui. Je me réjouis qu'un texte qui ne sert plus à rien depuis des années ait été considéré comme caduc. On est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur le Code noir et qui ne l'ont pas lu. Je rappelle que c'est un texte qui codifie les droits et les devoirs. C'est-à-dire, il y a aussi des devoirs. On ne fait pas tout et n'importe quoi aux esclaves. Mais il n'empêche qu'on ne touche pas à l'esclave. Donc, effectivement, codifier l'esclavage, il y a quelque chose d'assez contradictoire. Mais c'est l'époque. Et bon, je n'entre pas dans le détail. Je trouve très bien qu'il y ait une unanimité aujourd'hui pour dénoncer l'esclavage d'hier et les conditions d'esclavage. Ça, c'est évidemment une chose à dire en préalable. Je dis simplement que peut-être il y a quelque chose d'important aussi aujourd'hui, plutôt que d'avoir le regard dans le rétroviseur en permanence et d'aller chercher des occasions de dire « Ah, la France a été ceci, elle a été cela, on n'était pas bien, etc. » Et si la France n'était pas bien tout de suite, aujourd'hui, où sont les privilèges que nous pourrions abolir? C'est bien de dire l'abolition des privilèges, tout le monde est pour, sauf que quand il s'agit des leurs, les gens ne veulent pas. Alors refaisons de Révolution française, moi je peux vous faire une liste des privilèges. Et on peut faire une nouvelle abolition des privilèges. Et l'esclavage aujourd'hui, pour moi, c'est la gestation pour autrui. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse marchandiser le corps des femmes. Le corps des femmes, voilà. Qu'on puisse louer des utérus. Qu'on puisse dire un utérus, ça se monnaie. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle Le fétiche et la marchandise. Et pour ce faire, j'ai lu des contrats qui sont pour moi des contrats vétérinaires, des contrats de location d'utérus, ce que les femmes doivent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Leur sexualité, leur nourriture, même elles n'ont pas le droit d'avoir des chats à la maison, parce que des chats sont susceptibles de transmettre des maladies à l'enfant, etc. etc. C'est un contrat vétérinaire. Si vous perdez une trompe, 2 trompes, si vous perdez les ovaires, etc., tout ça est codifié. Tant d'argent, on vous donne ça. Si vous avez des problèmes psychologiques, vous avez un suivi psychologique. Mais si vous avez des problèmes psychologiques qui durent, à ce moment-là, vous n'êtes plus, etc., etc. C'est du contrat vétérinaire. Donc quand on nous dit gestation pour autrui éthique, mais c'est exactement la même chose que Guillotin qui nous parle de la caresse de la lame de la guillotine en nous disant qu'elle tue proprement. Oui, une gentille guillotine, ça existe. Et donc non, il n'y a pas de gestation pour autrui qui soit éthique. Si on veut avoir des enfants, on ne les achète pas, on ne les loue pas, on ne les vend pas, on les adopte. Il y a des enfants qui sont abandonnés par leurs parents. On doit faciliter les processus d'adoption. Je suis pour que, disons-le précisément, que les homosexuels puissent se marier, qu'ils puissent adopter, que la chose soit dite. Ce n'est pas un propos homophobe que je tiens. Mais il y a des enfants qu'on ne doit pas acheter, mais qu'on doit pouvoir récupérer dans des endroits où ils sont privés de leurs parents, parce que les parents les ont abandonnés. Et puis on doit pouvoir imaginer tout un système de gens qui pourraient porter des enfants, peut-être les abandonner, enfin des abandonnements sous X. Alors, repenser ces choses-là, oui, et puis, mais arrêter de culpabiliser ce genre d'abandon, mais simplement, on peut pas imaginer qu'on marchandise le corps des femmes et qu'on marchandise des enfants. Un enfant qui a 15 ans et qui apprend qu'il a été acheté et vendu, porté par une femme comme on le fait de manière vétérinaire, il ne sait pas qui est cette femme. Mais alors après on lui dit mais non, c'est des amis, on est restés très copains, puis on a donné un petit peu d'argent en plus. Enfin, je raconte tout ça dans ce livre. Je vous assure que s'il y a vraiment un esclavage moderne, il est là. Michel Onfray, il est l'heure du point philo. Vous nous proposez Karl Marx, voilà, le 18 brumaire de Louis Bonaparte. Et vous faites un comparatif entre ce qui s'est passé là, avec les émeutes liées à la victoire du PSG, et ce que décrivait Marx, le Lumpenprolétariat, c'est-à-dire le sous-prolétariat. Expliquez-nous, on a 4 minutes. 4 minutes. Donc je n'entrerai pas dans le détail de l'analyse de Marx parce qu'elle est très, très tactique, très stratégique, très ponctuelle sur la question de l'arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir. Il y est arrivé légalement, puis après il a fait un coup d'État, et puis il a trompé un peu la population. Proudhon a beaucoup écrit là-dessus, tout le monde a beaucoup écrit sur la fin de la République, l'avènement de l'Empire. C'est pas tant le sujet que le concept de Lumpenprolétariat, parce qu'il va éclairer la première partie de notre émission, parce que Marx dit très précisément ce qu'il est. Il nous dit
La pensée de Marx, c'est qu'il y a des capitalistes qui exploitent les prolétaires, et que vous avez des bourgeois et des prolétaires. Les bourgeois possèdent des moyens de production. Les prolétaires ne possèdent pas les moyens de production. Et la société, pour lui, c'est ça. Dans le manifeste de 1848, il nous dit la lutte des classes, entre bourgeois et prolétaires, c'est le moteur de l'histoire. Et puis, il y a quelque chose qui échappe à cette bipartition, bourgeois-prolétaire, c'est le Lumpenprolétariat. Lumpen, en allemand, c'est guenille, haillon, etc. C'est le prolétariat en haillon. Ouais. On traduit, nous, par sous-prolétariat. Et je voulais lire 10 lignes, parce que finalement, ce sont très précisément des descriptions qui font songer aux émeutiers. Et il parle de ces personnes en disant que ce sont des roués ruinés, aux moyens d'existence douteuses et d'origine également douteuse, d'aventuriers et de déchets corrompus de la bourgeoisie. On y trouvait des vagabonds, des soldats licenciés, des forçats sortis du bagne, des galériens en rupture de banc, des filous, des charlatans, des lazzaroni, ce sont des délinquants napolitains, des pickpockets, des escamoteurs, des joueurs, des souteneurs, des tenanciers de maisons publiques, des portefaix, des écrivassiers, des joueurs d'orgue, des chiffonniers, des rémouleurs, des rétameurs, des mendiants, bref, toute cette masse confuse, décomposée, flottante, que les Français appellent la bohème. C'est-à-dire on pourrait ajouter des noms aujourd'hui, des fonctions. On voit bien que tous ces individus qui ne sont pas des producteurs, qui ne sont pas de propriétaires, qui ne sont pas des bourgeois, qui ne sont pas des prolétaires, c'est une espèce de classe sociale qui échappe à la catégorisation de Marx. Certains diront par la suite, on peut utiliser ça pour faire la révolution. Mais Marx dit, dans la suite de cet ouvrage, que ce sont des gens qui ne font pas le jeu de la révolution, qui même font le jeu de la réaction. Et ce que au moment où j'ai décidé de choisir ce texte-là, j'ai découvert que les chiffres concernant les intentions de vote de Jordan Bardella avaient explosé à l'issue des émeutes. Et je me dis, mais les voilà sondages le montrent en tout cas. Oui, sondage, bien sûr. Je parle des chiffres. Dans 15 jours, ce seront peut-être d'autres sondages. Mais juste de dire que l'analyse de Marx se trouvait confirmée par ce qui advenait, c'est-à-dire, il y a les émeutiers. Peut-être Mélenchon se réjouit-il en disant, c'est bien, c'est le chaos dont nous avons besoin pour arriver au pouvoir. Mais Marx lui dirait, tu te trompes, parce que ces gens-là, ça n'est pas la révolution qui te font arriver au pouvoir, c'est une réaction conservatrice. Et ce sont plutôt des gens qui, aujourd'hui, s'appellent Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Comme quoi, le marxisme peut donner raison à des gens qu'on n'imaginerait pas. Voilà. Et alors, oui, le raccourci, en fait, dans ce qui n'est pas un raccourci, mais c'est assez drôle de voir que Karl Marx... Disons que Marx ne se réduit pas au marxisme. C'est aussi un grand philosophe, l'analyse de la plus-value, l'analyse de la propriété, l'analyse de la paupérisation. Justement, la fabrication de le capitalisme produit une paupérisation, des riches de plus en plus riches, de moins en moins nombreux, des pauvres de plus en plus pauvres, de plus en plus pauvres. Et là, d'une certaine manière, ce qui s'est passé avec les émeutes, et on aura bouclé l'émission, mais je veux dire, c'est la révolte de ce sous-prolétariat, de ce lumpenprolétariat à l'endroit du sommet dont on imagine qu'il a des vies extravagantes et désirables. Et on n'oublie pas la question juive aussi, ouvrage hautement antisémite. La question juive, ouvrage de Marx, éminemment antisémite. Et on a vu quelques antisémites dans les images qui ont été passées, là, qui ont été diffusées. Absolument. Merci beaucoup, Michel Onfray. Je vous en prie. Point philo, donc le 18 Brumaire de Louis Bonaparte par Karl Marx. Bonne journée à vous sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve la semaine prochaine.